Vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Films can do many things. They can entertain, they can terrify, they can take us to worlds of the imagination, they can make us laugh, and they can tell us something about the real world we live in. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités ? Bravo la pédophilie, bravo! Être les acteurs, les actrices d'un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, mais je ne vous entends pas. We're late. The Palestinian protest shut down the Oscars tonight. Humanity wins. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. And despite the glitz and the glamour of occasions like this, we're with the people. Just before Vietnam is about to be liberated, I will now read a short wire that I have been asked to read by the Vietnamese people. Nous sommes au bord d'un projet d'austérité qui est conduit par des idées que nous appelons néolibérales, qui risquent de nous amener à la catastrophe, avec une petite minorité qui s'enrichit de manière honteuse. Ça y est, les beaux jours reviennent, enfin... Normalement, on sait plus trop, mais s'il y a bien une chose que le dérèglement climatique ne nous prendra pas, c'est le Festival de Cannes. Enfin, jusqu'à ce que la croisette soit sous les eaux. L'indéboulonnable Festival de Cannes, emblème du cinéma français, mais aussi du cinéma tout court, en est quand même à sa 77e édition, même si en réalité c'est ses 85 bougies cette année, pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Alors cette année, qui va provoquer un esclandre ? Qui va profiter de son discours pour balancer une harangue au vitriol ? Bref, ça va être quoi les polémiques ? Et surtout, en conséquence, qui va encore se plaindre en 2024 que c'est une honte, que ça n'a pas sa place, que le cinéma ça devrait pas être politique. Parce que ce vieux débat encrouté ne concerne pas que les demi-habiles sur Twitter ou des youtubeurs ciné dont le modèle économique repose sur l'idée qu'un personnage pas blanc ou hétérosexuel, c'est déjà de la propagande. Non, ça dépasse largement ce problème, car en soi, on peut facilement défendre que les films eux-mêmes sont politiques, pour leur contenu, les sujets qu'ils abordent et comment ils les abordent, pour leur aspect formel aussi, qui soulève tout un tas de discussions politico-esthétiques depuis à peu près que le 7e art existe. 7e art, certes, qui est aussi une industrie, avec tous les enjeux que ça comporte. Alors récemment, on a de plus en plus vu ces débats se porter sur l'aspect politique des événements autour du cinéma. Lorsqu'entre deux petites coupettes de champagne, un artiste se permet depuis le prestigieux podium de donner son avis sur des trucs, irrémédiablement, ça fait jaser. Et si on écoute certains, le problème serait pas vraiment ce qu'ils disent, c'est qu'ils le disent. Vous avez choisi le mot estomaqué sur Twitter, un mot assez peu employé par les femmes et les hommes politiques. Pourquoi estomaqué ? Pourquoi ce mot ? J'ai senti ça, le souffle coupé et une douleur à l'estomac. C'est le mot qui m'est venu. Ça ne serait ni le lieu ni le moment. Est-ce vraiment de bon ton de carjacker ainsi une cérémonie à la gloire d'un art au-dessus de tout ? Vous pouvez faire des films politiques, des films engagés même, ça on aime bien, ça peut même vous rapporter des petites statuettes, mais là, on est là pour le cinéma, pas faire de la politique. Alors puisqu'on peut s'attendre à ce que cette semaine soit le théâtre de nouvelles polémiques, on s'est dit que ça serait pas mal de parler de Cannes, des festivals et de toute cette pression. Je pense que mon discours était évidemment... n'était pas là pour aller dans le sens des décisions actuelles, donc c'est vrai que je m'attendais évidemment à ça. Aujourd'hui, des festivals de Cinoche, il y en a 13 à la douzaine. Il y en a par zone géographique, par langue, par genre, indé, institutionnel, de patrimoine, commerciaux. Ils ont tous un peu leur identité et leur patte. On s'attend tous à ce qu'on prime pas exactement les mêmes films à Sundance, à Berlin ou aux MTV Movie Awards. Mais quel meilleur exemple que Cannes ?
Cannes, c'est un peu le festival, avec une légitimité à toute épreuve, boxant dans la même catégorie que les Oscars, tout en ayant une image moins bassement hollywoodienne. Légitimité soutenue par une longue histoire, et désolé, c'est pas moi qui décide, une longue histoire politique. C'est même le moins qu'on puisse dire, et ça, jour 1. On a un peu tendance à l'oublier derrière l'image paillettes, tapis rouge, cocktail au Martinez, l'hôtel, pas le syndicaliste, mais à la base, c'est même carrément un festival antifasciste. Donc déjà, on va revenir un peu sur cette origin story parce que, quand même, si vous le saviez pas, c'est quelque chose. Faut garder en tête que le cinéma, c'est relativement jeune comme art, et encore plus dans les années 30. Pour vous dire, quand on envisage le premier festival de Cannes, il doit être parrainé par un des frères Lumière, qui sont toujours debout, toujours vivants. Lorsqu'en 1894-95, après avoir réalisé le cinématographe Lumière, je tournais mes premiers films, La sortie de l'usine, L'arrivée d'un train en gare et le timide petit essai de film comique, j'étais loin, je le confesse, de prévoir le développement considérable que devait prendre par la suite l'industrie cinématographique. Et c'est même pas le premier festival consacré au cinéma. À ce moment-là, il y en a un seul, dans un pays qui l'a certes pas inventé, mais en a développé une industrie florissante. Un festival qui servira ensuite de modèle à tous les autres, la Mostra de Venise, créée en 1932. L'Italie, années 30, vous sentez venir un peu le contexte, il y a une coupe Mussolini et tout, pas la coupe de cheveux, c'est des prix de cinéma remis à la Mostra. Et alors, en 38, une récompense est remise à La Grande Illusion de Jean Renoir. Très grand film, le monde entier parle de Jean Gabin, mais Renoir, compagnon de route du PCF, il a carrément fait des films produits par le parti, mais aussi par la CGT, puis plus généralement qui accompagnaient le Front Populaire. Bon, déjà. Mais pour en rajouter une couche, La Grande Illusion, c'est un film pacifiste sur 14-18. Mussolini et Hitler, ils l'ont un peu mauvaise, donc ils se disent que va falloir mettre un peu leur gros doigt de facho là-dedans. Les gens d'extrême droite étant réputés pour leur subtilité, l'édition suivante, la Mostra prime un film sans intérêt produit par le neveu de Benito, et tant qu'à faire, Les Dieux du Stade, pas le calendrier, un gros film de propagande nazie par Leni Riefenstahl, la cinéaste du régime, alors que c'est même pas vraiment une fiction, mais bon, autant y aller franco. Cut! En fait, on a l'impression que c'est complètement débile parce que c'est tellement grossier, tellement vraiment de la propagande et tout. En fait, à l'époque, Leni Riefenstahl, il faut quand même se mettre en tête que c'était quand même considéré vraiment comme du cinéma. Et elle était invitée à des trucs et tout. C'était normal, en fait, d'inviter des cinéastes de propagande nazie à des trucs de festival, ce qui est assez fou. Mais Disney, il a reçu chez lui Leni Riefenstahl, Walt Disney, donc il l'a invité pour dire « Écoutez, moi aussi je suis antisémite, laissez mes films être exploités dans votre pays et tout. » Et en fait, Les Dieux du Stade, maintenant, c'est pas trop un film que tu vas projeter en festival et tout, mais ça a eu une vraie influence dans l'histoire du cinéma. Par exemple, dans Star Wars, Lucas, il prend beaucoup de plans au film de Leni Riefenstahl, notamment pour le côté l'Empire, parce que du coup ça rappelle l'esthétique nazie, logique. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait il y a aussi des plans de Star Wars qui sont inspirés par les films de Riefenstahl, où c'est pas du tout l'Empire, genre notamment la scène où les rebelles ils donnent la médaille à la fin du premier film aux gens et tout, c'est complètement inspiré des films de propagande nazie. Et sauf que bon voilà, faut pas trop le dire parce que ça fait c'est pas une super bonne référence, mais c'est quand même considéré comme des films importants de l'histoire du cinéma. Mais quand même Riefenstahl, Les Dieux du Stade et tout, c'est vraiment tu peux pas faire plus propagande quoi. Là, il y a quand même 2-3 délégations qui trouvent que ça commence à puer, et puis pas que pour le 7e art, en particulier les Français, comme l'écrivain Philippe Erlanger, qui soumet l'idée d'un contre-festival au ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, et à un autre mec vachement stylé qui s'appelle Jean Zay. Jean Zay, c'est un radical. Et alors, attention, à l'époque, ça veut pas dire qu'il est super vénère, c'est même le contraire. C'est plutôt le centre-gauche. Et lui, il a été très actif dans le gouvernement du Front Populaire, sur l'éducation, où il a fait plein de trucs dont on bénéficie encore aujourd'hui, de moins en moins, mais c'est pas le sujet, et dans la culture. Les Anglais sont chauds, Hollywood ils sont chauds, les Soviétiques sont chauds. En fait, à ce moment-là, Cannes, ça doit être littéralement les alliés avant l'heure face à l'axe de la Mostra. J'ai pris le train le soir même, j'ai pas pu dormir, il y avait beaucoup d'événements qui m'empêchaient de trouver le sommeil. Et c'est alors qu'il m'est venue l'idée que la place était maintenant libre pour un autre festival qui aurait été, à l'époque, nous sommes en 1938, le Festival du Monde Libre.
Voilà un festival que les Allemands auront pas, comme disent les vieux par chez moi. Je vous rassure quand même, la Mostra ça existe toujours, mais c'est plus du tout comme ça, même si sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve. Par contre, il faut pas croire, ce nouveau festival, ça fait pas du tout consensus en France. Et ouais, à ce moment-là, il y a pas mal de gens, leur idée c'est faut pas énerver Hitler, et puis peut-être Mussolini sera de notre côté. Après tout, faut discuter avec tout le monde, et puis si c'est que les Sudètes, blablabla. Ils ont eu le nez creux, quoi, comme chacun sait. Donc, il a fallu se battre politiquement pour créer ce fichu festival, et finalement, il doit avoir lieu en 1939. Tout est prêt, sélection internationale, il y a le Magicien d'Oz qui est un gros événement, les stars arrivent à l'hôtel, on met le champ frais, et puis boum, le premier jour, les troupes allemandes envahissent la Croisette. Non, évidemment, elles envahissent la Pologne, et vous connaissez la suite. Finalement, si le festival est effectivement créé en 1939, la première édition n'a lieu qu'après la guerre, en 1946. Et si vous voulez savoir une chose vraiment triste, c'est que Jean Zay n'a jamais vu son festival. Parce qu'il s'est fait assassiner par la milice. Pas par les Allemands, par la milice française. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Tout ça pour dire, les appels à laisser à tout prix la politique en dehors de ces grandes fêtes du cinéma. Désolé de gâcher le goût des petits fours, mais il y a une histoire à assumer à un moment. En fait, si au moindre truc, on a l'impression que tout est politisé et polarisé, c'est pas vraiment que ça l'est devenu. C'est peut-être au contraire qu'entre-temps, tout ça a été largement aseptisé, dépolitisé. Évidemment, Alain n'est pas venu, mais il nous a envoyé un petit mot. Comme tu le sais, après avoir été longtemps contre l'immigration toute ma vie, je me retrouve maintenant dans une position d'immigré moi-même. À Lausanne, donc. Tenez, prenez 2 mouvements sociaux. 2023, mouvement des retraites. Pas un petit mouvement donc. À Cannes, dispositif policier, angoisse totale que des trublions viennent mettre leurs godasses pleines de boue sur le tapis rouge. Le festival de Cannes nous appartient. C'est un endroit où les gens travaillent. Il n'appartient pas aux marques de luxe qui veulent se l'approprier. Les travailleurs, c'est à l'écran, dans des films sociaux bouleversants, mais pas dans la salle à s'exprimer pour eux-mêmes. Il est tout à fait légitime que pendant cette période, des travailleurs et des travailleuses puissent se faire entendre, parce que sans eux, il n'y aurait pas de festival. D'autant plus au Festival de Cannes, qui, rappelons-le, a été créé aussi sous l'impulsion de militantes et de militants syndicaux. Maintenant comparé avec l'édition d'anthologie de 68. Ouais, que le festival s'arrête. Oui, mais il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Là, c'est même pas des syndicalistes et 3 gilets jaunes toujours déter, hein. C'est les cinéastes eux-mêmes qui foutent le boxon. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Berry, Macha Merrill et Claude Lelouch prennent la tête de la fronde. Ils veulent faire annuler le festival. Les salles de projection se transforment en agora où l'on s'engueule copieusement. Et Godard lance aux réticents: Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes de Godard. Ils font arrêter le festival avant la fin, il y en a qui ont retiré leur film, des jurés qui se sont barrés, pas de lauréat cette année-là, tout ça pour soutenir le mouvement social. Ah ça c'est d'un autre calibre, hein, c'est sûr. Il y a eu plein d'autres moments politiques tout au long de l'histoire de ce festival, et des autres. Ceci dit, il y a une chose qui se comprend. Le cinéma, l'art en général, ça a un côté un peu sacré et fédérateur, au-dessus de la mêlée. Quelque chose qu'on tient en haute estime. Alors forcément, on n'aime pas trop que ça soit rattrapé par de basses réalités matérielles et que la grande famille du cinéma se mette à s'engueuler comme un repas de Noël. J'entends. Seulement, au bout du bout, est-ce qu'un cinéma qui refuserait de mettre les mains dans le cambouis, qui aurait pas le courage de prendre parti, y compris en dehors des films eux-mêmes, bref, un art qui fâche personne, est-ce qu'il mériterait qu'on le tienne en si haute estime? Est-ce que ça serait pas réduire l'art à son aspect divertissement, au sens littéral? All our choices were made to reflect and confront us in the present, not to say look what they did then, rather look what we do now. Surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus insidieux, de plus dangereux même, dans ces injonctions? Les gens qui disent que tout ça n'a pas sa place dans ces événements, que la politique au sens large, les idées, les causes, les valeurs, a pas sa place dans le cinéma, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme par hasard, toujours quand quelqu'un dit quelque chose qui leur plaît pas. Ah mais non, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord, ça c'est une coïncidence. Non, c'est le principe quoi, vraiment ça se fait pas. We live in a time where we have a man sending us to war for fictitious reasons. We are against this war, Mr. Bush.
Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. Les premiers Césars après la guerre en Ukraine. Dans les discours de présentation des Césars, il y avait tout un truc de la guerre, c'est terrible, c'est affreux, mais show must go on, le cinéma, tu prends les derniers Césars là, tous les mecs qui ont fait des interventions sur Gaza, déjà ils se sont fait défoncer. Ce qu'ils ont retransmis après sur les réseaux sociaux et tout, etc. Il n'y avait pas ces discours-là. Tu peux dire la guerre en Ukraine, c'est super grave et tout, dans le discours écrit, public, officiel du truc. Par contre, s'il y a 2-3 personnes qui, quand ils montent sur le plateau, disent ouais, au fait, Gaza, c'est chaud. Oula, non, pas de politique dans les Césars, surtout pas. Donc voilà, 2 poids, 2 mesures. Et allez, il y a même pire que ça. Plus tard dans une interview, vous qualifiez son discours de ingrat et injuste. Et ce mot ingrat a dérangé parce qu'on pourrait y comprendre que Justine Triet ne serait pas assez reconnaissante envers le gouvernement, comme si le gouvernement avait aidé à produire son film et qu'elle avait accepté son aide pour ensuite le critiquer. Ce n'est pas le cas, mais c'est ce que beaucoup de gens ont pu comprendre et c'est là que la polémique a démarré. Le monde du cinéma ne devrait pas critiquer le pouvoir parce que le cinéma est subventionné, parce qu'il y a des commissions qui donnent des feux verts, qui ouvrent des portes, parce qu'on a des ministres qui s'occupent de vous, bande d'ingrats. Vous voudriez pas fâcher les ministères quand même, cracher dans la soupe. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il pue un peu pour l'avenir du cinéma ce discours. Et là encore, pas que pour lui. Revenons à Cannes, sur le contexte de sa création. En grattant sous les couches de strass accumulées au fil des années, et je sais que cette phrase va vous faire tiquer un peu peut-être, mais le Festival de Cannes, c'est un genre d'acquis social. Oui, évidemment, c'est pas la retraite ou la sécu, mais c'est un peu la face culturelle de tout ça. Non seulement il est issu de la lutte contre le fascisme avant-guerre, mais c'est carrément un fruit de la libération. C'est dans la foulée des institutions de 46 et du Conseil national de la résistance. Le CNC aussi, et tout ce qui sous-tend concrètement le cinéma français. Oui, ça fait presque bizarre de le rappeler quand on voit la gueule de certains trucs dans cette industrie. C'est pas pour défendre les petits privilèges d'une bourgeoisie culturelle qu'on entend vachement plus pour défendre leurs potes prédateurs que quand il s'agit de soutenir le mouvement social. Je m'inquiète pas pour leur sort, et puis de toute façon, on s'en contrefiche. Et puis aussi, si ça pouvait s'arranger pour que des jeunes qui n'ont pas de combine puissent faire du cinéma quand même, eh bien, peut-être qu'on serait tous un peu plus contents de cette profession. Parce que ça combine quand même un peu le cinéma. Bon, eh ben c'est très beau. Mais justement, si on veut dépoussiérer un cinéma embourgeoisé, ça serait peut-être pas mal de revenir aux bases. Si le cinéma français, par bien des aspects, c'est un acquis social, un conquis même, comme on dit, il est à nous. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Pas plus qu'on devrait remercier le gouvernement pour l'assurance chômage, la sécu, les retraites ou les autres biens communs qui nous restent. Les institutions publiques n'appartiennent pas à la Macronie, elles n'appartiennent pas au gouvernement, elles n'appartiennent pas au pouvoir, ni à celui d'avant, ni au prochain. Elles nous appartiennent et elles appartiennent à celles et ceux qui les font. Alors si on veut s'en servir pour gueuler, c'est notre droit. C'est eux qui les détournent via des mécanismes transformés en moyens de pression à leur fin politique. Je prends par exemple le tweet du député macroniste Guillaume Kasbarian et se demande s'il n'est pas temps d'arrêter de distribuer autant d'aide à ceux qui n'ont aucune conscience de ce qu'il coûte aux contribuables. Là-dedans, il y a 2 problèmes. Déjà, l'idée qu'un artiste qui recevrait des fonds du gouvernement n'aurait pas le droit de critiquer le gouvernement. Or non, vous le savez mieux que moi, le financement de ce film, comme tous les films, provient de plein de sources différentes, et notamment du CNC qui dépend du ministère de la Culture, mais qui est autofinancé. C'est ça la clé. Tout ce discours sur l'art qui devrait rester neutre ou je sais pas quoi, d'accord, ça peut être sincère. C'est important aussi que ça aille au-delà des clivages du moment, qu'on puisse parfois penser au cinéma et pas à autre chose. En revanche, quand ça devient une injonction, à qui elle sert ? Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. Vouloir évacuer l'expression politique des artistes, mais aussi de toutes les travailleuses et les travailleurs de la culture de manière générale. Affirmer qu'ils devraient s'interdire toute critique publique, sans quoi on serait en droit de les priver de financement, de ne plus valider leurs projets, de les déclarer persona non grata à ces mêmes événements. J'imagine que ça, c'est pas la fameuse cancel culture que certains ont constamment à la bouche. Non, je dois pas avoir bien compris le concept, mais c'est pas grave, parce que ça ressemble à un autre truc, qui lui a une longue histoire et une assez bonne définition.
ça ressemble à de la censure. Pas encore totalement directe, pour l'instant, mais par la pression sociale, par le portefeuille, par le carnet d'adresses, par les médias. Bon après, si ce qui importe, c'est de ne pas briser la magie du champagne, de l'entre-soi et des discours qui fâchent personne, admettons, mais qu'on vienne pas prétendre que c'est ça la magie du cinéma. Érigée comme un acte de résistance, cette manifestation internationale, qui refuse toute idée de censure et de propagande, doit nous rappeler aujourd'hui encore que la liberté d'oser, d'imaginer, de créer, de critiquer est la plus fragile des conquêtes.